Aujourd'hui, donc, nous allons nous consacrer à cette rencontre donc, avec la franc-maçonnerie, 3 siècles d'histoire. Et Christian Beveraggi, président de l'Orient de Marseille, du Grand Orient de France. Gérard Pelletier, président de l'IDERM Provence, l'Institut de recherche et d'études maçonniques Provence. Olivier Solinas, philosophe, l'auteur de Ballades philosophiques dans Marseille, que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir, et Jean-Claude Marchand, membre lui aussi de l'IDERM Provence, sont venus nous présenter à la fois les personnages, l'histoire et les valeurs maçonniques telles qu'elles ont influencé et telles qu'elles ont contribué à la construction de notre cité. Et je leur laisse la parole. Je prends ça ou je prends celui-là? Celui-là? Après, je te le remettrai sur pied. Bonsoir. Hein, beaucoup de monde, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de sièges remplis. Donc voilà, merci donc à l'Alcazar, au service technique, où on a dû vite improviser, puisque notre ordinateur avait quelques difficultés, mais la technique, des fois, nous trahit souvent. Donc c'est bien de se rencontrer, d'échanger. Pour reprendre, on va dire, donc, et merci aussi à Madame Champé, à Chantal, de nous avoir fait cet honneur de cette invitation. Quelques juste suppléments, on va dire, d'informations, comme me l'a invité, on va dire, Olivier Solinas, professeur de philosophie, auteur. Il était venu ici intervenir, je crois, parce qu'il a écrit 2 livres fantastiques sur les balades philosophiques dans Marseille. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos libraires si vous ne les avez déjà pas, parce que c'est vraiment un voyage fantastique. Et il intervient aussi à l'Université du Temps Libre. Voilà. Et lors d'une rencontre, il y a un certain temps, donc un échange avec Chantal, on a échangé sur ce que vous avez à l'écran derrière qui s'affiche. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose pour venir présenter, puisque rien n'est secret, tout est discret. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est être bien entouré. Donc, moi, je suis juste un simple, passeur de plats ou maître des cérémonies, comme vous le souhaitez, mais pas du tout un organisateur. Et surtout des propos, j'ai préféré m'entourer de Gérard d'un côté et de Jean-Claude, qui ont vraiment œuvré au sein de l'IDERM, on va dire, et donc de l'IDERM Marseille-Provence, on va dire. Donc, cet institut de recherche, avant tout maçonnique. Voilà. Ces propos introductifs pour aller rapidement et vous dire l'association Orient de Marseille. Très belle association, c'était une volonté. J'ai la chance d'en être actuellement, on va dire, le président, mais ce n'est pas des présidences ad vitam. Donc en ce moment, c'est moi qui suis en face de vous. Mais regardez, donc depuis, je dirais, 1773, ça va dire, donc des loges à Marseille ont décidé de s'associer dans l'intérêt de leurs membres. 3 dates, une volonté, 3 dates, comme 3 conférenciers autour. 1884, on va dire, est créée la Société anonyme Orient de Marseille. Et il faudra attendre, donc si vous allez sur le statut, si vous allez sur le site des associations, vous allez retrouver, on va dire que cette société a été transformée en association le 15 octobre 1970. 3 dates importantes qui nous permettent, vous voyez, de balayer la période plus ou moins que nos conférenciers vont vous présenter. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que c'est pas forcément... J'ai passé la parole donc à Jean-Claude qui va vous présenter le XVIIIe siècle. Oui, bonsoir à tous. Après avoir posé le décor de Marseille au XVIIe siècle à Marseille, nous allons faire la connaissance d'un certain nombre de personnalités maçonniques locales qui ont marqué le paysage marseillais. Alors, chacun s'accorde à reconnaître que Marseille est une ville bien singulière. Elle ne ressemble à aucune autre. Orgueilleuse de son passé prestigieux, son aristocratie commerçante et son activité maritime lui permettent un développement rapide. Sa chambre de commerce, créée en 1599, est la plus ancienne du monde. Le fort Saint-Nicolas fut construit à la demande de Louis XIV, le roi Soleil. Il avait pour objet principal non de défendre la ville, mais de maîtriser les révoltes.
En effet, les canons du fort étaient tournés vers la ville pour surveiller les Marseillais rebelles au pouvoir du roi. Au XVIIIe siècle, Marseille fait figure d'archétype du grand port cosmopolite. Les négociants originaires de Saint-Gall, de Genève, solidement installés depuis le XVIIe siècle, y rencontrent leurs confrères allemands, mais aussi danois et hollandais. Ces navires contribuent à faire de la ville non seulement le premier port méditerranéen, mais un port mondial en s'ouvrant aux échanges avec les Antilles. Tout au long du XVIIIe siècle, les Marseillais se lancent dans le commerce triangulaire, échangeant avec les peuples africains des produits finis, tissus, verroteries, armes, contre des esclaves. Ces derniers servant de monnaie d'échange aux Amériques contre argent ou produits tropicaux, sucre, café, coton, vanille. Parallèlement, Marseille affirme sa fonction industrielle, faïence, tuileries, raffinerie de sucre, production de savon, tissus, des fameuses indiennes, chapelleries, etc. Et victime de la peste en 1720, la ville perd près de 40 000 habitants, soit la moitié de sa population. Cependant, la cité portuaire opère un redressement démographique spectaculaire et grâce notamment à l'accueil de nombreux immigrés, 5 ans après, sa population est reconstituée. En 1791, on dénombre 120 000 habitants. En 1726 est créée l'Académie des sciences, lettres et arts, qui s'affirme comme un élan culturel s'inscrivant dans le mouvement général des Lumières. Le nombre des académiciens est limité à 20, et parmi ceux-ci, on relève Monseigneur de Belzunce, évêque de la ville, qui s'illustra lors de la peste et qu'on retrouvera plus loin dans sa lutte contre les francs-maçons. Ville par nature insoumise, ville rebelle, Marseille est rebaptisée la ville sans nom à la suite de l'émeute fédéraliste contre la Convention lors de la Terreur de 1794. Au siècle des Lumières, la franc-maçonnerie connaît une formidable expansion et face à ce succès, l'Église catholique romaine voit d'un mauvais œil cette société qui échappe à son autorité, lieu potentiel de subversion et de contre-pouvoir. Alors, on a une liste ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Bouton rouge. Non. Bouton rouge. Ouais, bouton rouge. Vas-y, continue. On est bon. On est bon. Alors, il faut que je retrouve mon texte. Il est derrière. Voilà. Alors, la franc-maçonnerie, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais la franc-maçonnerie est notamment héritière des corporations de métiers du Moyen-Âge, et elle était déjà active en Écosse au XVIIe siècle, et puis en Angleterre. Alors, l'élément fondateur est la réunion en 1717 de 4 loges qui créent la Grande Loge de Londres. En 1725, la franc-maçonnerie apparaît en France et elle se répand rapidement dans tout le pays. À Marseille, elle prend racine. Reste appuyé. Le rouge. Ouais. Tiens, le rouge. Le rouge. Non, ça ne marche pas. Voilà. Bouton rouge. Appuie sur le rouge. Non, mais tu n'appuies pas sur le rouge. Non, vas-y, c'est pas grave. À Marseille. Bon, à Marseille, elle prend racine à la fin des années 1730, et la plus ancienne loge est Saint-Jean de Jérusalem. On trouve la trace du nom de son vénérable maître, qui s'appelle Martin, qui est un terme déjà générique à l'époque, à qui succédera M. de Beausset en 1750. Alors, je reprends mon texte. Nous avons une autre loge qui s'appelle la Parfaite d'Écosse,
fille de Bordeaux. Elle fournit le 6 janvier 1750 une liste de 15 membres dont le vénérable maître s'appelle Salard. Dans cette liste figure un passé grand maître et on peut donc raisonnablement considérer que la loge existait déjà depuis plusieurs années. La troisième loge, c'est Saint-Ferréol. Elle devait compter une quarantaine de membres en 1750. En 1749, son vénérable maître est Étienne Moulin-Neuf, peintre, et cet atelier se composait de nombreux artistes. Enfin, nous avons Saint-Jean des élus de la fidélité. Le vénérable maître est M. Thierris, qui est peut-être une mauvaise orthographe de Thiers. Ce dernier, prénommé Louis-Charles, est né à Aix en 1714. Après avoir été avocat au Parlement, il vient à Marseille en qualité de négociant, notant qu'il s'agit du grand-père d'Adolphe Thiers. En 1750, Monseigneur de Belzunce apprend que des francs-maçons marseillais, mutualisant leurs moyens financiers, souhaitent acheter une maison pour s'y réunir et donc se regrouper en une loge dite générale. Ces précédentes démarches étant restées lettres mortes, l'évêque s'adresse directement au roi, mais sans plus de succès, car son action n'empêcha pas la maçonnerie marseillaise de prospérer. Elle allait disposer d'un temple permanent qui aurait pignon sur rue. Et il s'agit de Saint-Jean d'Écosse, que nous traiterons plus loin et qui figure ici. Voilà, avec le regroupement des 4 loges, dont Saint-Ferréol, qui est restée indépendante, nous le verrons par la suite. Alors on va aborder quelques maçons marseillais qui ont marqué leur époque. Tout d'abord, il y a Jean-Joseph Capeller. Son père était lui-même peintre et d'origine de Mélan, à côté de Zurich en Suisse. À ce titre, rappelons que les Suisses sont nombreux à s'installer dans le port phocéen dès le début du XVIIe siècle. Ils appartiennent à la religion réformée, mais ne sont pas trop inquiétés pour leurs convictions religieuses, car les autorités locales savent que si c'était le cas, ils iraient commercer ailleurs, ce qui serait dommageable pour l'économie locale. Alors Jean-Joseph Capeller est une personnalité importante de la franc-maçonnerie marseillaise de son époque, puisqu'il a le titre de grand maître de la loge des Chevaliers de l'Orient. Mais il est également recteur du tiers-ordre franciscain des Récollets en 1745 et membre d'une chapelle de pénitents. Le Chevalier de l'Orient était dans les années 1750 le plus haut grade de nombreuses loges. C'était notamment le sommet de la pyramide maçonnique à Marseille. Alors Jean-Joseph Capeller figure parmi les adjoints d'Étienne Moulin-Neuf, vénérable maître de la loge Saint-Ferréol, qu'on a évoqué tout à l'heure, créée en octobre 1749 à Marseille, sous les auspices du comte de Clermont, l'un des premiers grands maîtres de la première grande loge de France, charge qu'il conserva pendant près de 30 ans. Je parle donc du comte de Clermont, de 1743 à sa mort en 1771. Avant la création du Grand Orient de France en 1773. Bon, je ne veux pas vous accabler de date. Capeller fut avec Étienne Moulin-Neuf l'un des fondateurs de l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille et secrétaire perpétuel de 1756 à 1787. Par ailleurs, son nom figure en qualité d'architecte et de franc-maçon sur une pierre de fondation d'une maison construite en 1747 pour Jean-Jacques Pascal Linossier, franc-maçon également. Cette maison aurait abrité la première loge maçonnique de Marseille dans la rue de la Pierre-Quirage.
Cette rue partait de la rue du Temple, aujourd'hui rue Reine-Élisabeth, juste après la brasserie des Templiers, à l'emplacement de l'actuel Centre-Bourse. Cette pierre est exposée au musée d'histoire de Marseille. Alors, on a le texte en latin que qu'on peut transcrire par l'an du Seigneur 1747, régnant Louis XV, roi de France. J.P.P. Linossier, franc-maçon, a posé la première pierre de sa maison, édifiée sous la direction de Capeller, architecte et franc-maçon. Maintenant, j'évoquais tout à l'heure Saint-Jean d'Écosse, future mère loge écossaise. Et c'est... donc on a la devise qui se traduit par fidélité à Dieu, le roi et au pays. Alors c'est le 27 août 1751 que naîtra la loge Saint-Jean d'Écosse, dans des conditions qui ne sont pas bien éclaircies. Son effectif était de 215 membres. Donc on peut se demander d'où venaient ces francs-maçons. La dernière théorie assez convaincante serait que des francs-maçons auraient souhaité fédérer les 4 loges qu'on a évoquées plus haut et auraient choisi donc un titre distinctif de Saint-Jean d'Écosse, sachant que la loge Saint-Ferréol aurait décidé de rester séparée pour préserver son indépendance. Alors, comme d'autres loges françaises de l'époque, Saint-Jean d'Écosse prétend au privilège d'avoir été fondée non par une source anglaise ou continentale, mais par une patente qui aurait été apportée directement d'Écosse par un aristocrate jacobite, en l'occurrence un certain Duvalmont, qui aurait agi sous couvert de la Grande Loge d'Édimbourg, mais cette patente est plus que controversée. Alors, Saint-Jean d'Écosse est une loge élitiste qui recrute principalement dans le monde du grand négoce. De nombreux étrangers, en particulier des négociants protestants, y sont admis, mais les postes principaux de la loge restent souvent dévolus aux notables marseillais. Cependant, on y trouve aussi des nobles, des fonctionnaires, des professions libérales, des capitaines de navires, des artisans et des ecclésiastiques. Alors, le temple de Saint-Jean d'Écosse était situé à l'angle du cours Julien actuel, anciennement boulevard du Musée, et de la rue Cruder, à l'emplacement de l'espace Julien, juste en face de la rue Bédaride. Ce temple était magnifique et célèbre dans le monde maçonnique de l'époque, par son luxe et l'ensemble de ses décors, tableaux, ornements, sculptures. La surface du temple et de ses dépendances, comprenant cour, jardin et bassin, totalisait 1400 mètres carrés. Des vénérables maîtres de Saint-Jean d'Écosse, dont Laurent Tartéron, Saint-Matan, Jacques Sémandy, par ailleurs piliers de la Chambre de commerce, seront guillotinés en 1794. Pour l'anecdote, Jacques Sémandy incarne ces grands dessins marseillais. Ses affaires solidement implantées au Caire et à Alep, il voit loin et vise le marché des Indes orientales. Jugeant la route anglaise des Indes, dite du Cap, trop longue, en raison de la circumnavigation de l'Afrique, il met sur pied un projet de liaison par la mer Rouge. Ce projet échoue en raison du rétablissement de la Compagnie des Indes orientales en 1785, qui étend son privilège à la mer Rouge. Sémandy se recentre sur un second projet et fonde en 1787 la Compagnie du Golfe Persique, avec pour principaux associés Tartéron et Saint-Matan. Or, si Constantinople est la capitale de l'Empire ottoman, Smyrne est le centre névralgique des échanges vers le Moyen-Orient.
et ce choix permit un développement des activités de la compagnie. Cependant, malgré son rayonnement, Saint-Jean d'Écosse se verra dans l'obligation de cesser ses travaux le 11 avril 1814, la Restauration ne lui ayant pas pardonné ses affinités avec l'Empire napoléonien. Et la Mère-Loge écossaise entrait dans l'histoire. Et quelques mois plus tard, le préfet Antoine Clerc Thibaudot, vénérable maître, quittait clandestinement Marseille. Il avait été condamné à 15 ans d'exil pour avoir courageusement refusé de reconnaître la légitimité des Bourbons de retour sur le trône de France. Alors on va passer à une autre personnalité, qui est Joseph Bonaparte. Ce n'est pas un Marseillais, hein, mais seulement il a son importance, étant donné que bien qu'étant Corse, il a été initié à la loge La Parfaite Sincérité du Grand Orient de France le 8 octobre 1793, en même temps que Christophe Salicetti, qui était le représentant du peuple montagnard envoyé en mission à Marseille. Alors rappelons aussi que Joseph Bonaparte fut le grand maître du Grand Orient de France en 1804. Alors à son initiation assiste Joseph Clary, de la Mère-Loge écossaise, négociant de son État, dont les 3 filles vont épouser 3 francs-maçons, et chacune connaîtra avec leur époux un destin fabuleux. Rose deviendra l'épouse du baron Antoine, futur maire de Marseille. Julie épousera Joseph Bonaparte, qu'on a vu tout à l'heure, futur roi d'Espagne, et Désirée, après avoir été amoureuse et fiancée à Napoléon Bonaparte, épousera Bernadotte, qui fera d'elle la reine de Suède. Alors un autre maçon illustre et marseillais, il s'agit de Claude-François Achard. Secrétaire perpétuel de l'Académie et médecin de formation, ce franc-maçon est aussi membre de la commission des arts. François Achard se révèle être un érudit imprégné à la fois de l'idéal des Lumières et de la culture d'une bourgeoisie éclairée. Jacobin et membre un temps de la Société patriotique des Amis de la Constitution de Marseille, qui fera imprimer la Marseillaise pour la toute première fois en 1792. Sa loge, la Triple Union, qui a été fondée en 1782, est la première à solliciter 2 ans après son rattachement au rite écossais rectifié auprès de Jean-Baptiste Villermoz. Ce dernier, initiateur de ce rite, occupait alors l'office de chancelier au directoire d'Auvergne. Cependant, l'atelier fut contraint, comme beaucoup d'autres à cette époque, de suspendre ses travaux. Et ce n'est que le 1er juin 1801 que Claude-François Achard, en qualité de vénérable maître, assurera le réveil de cette loge, première loge, du rite écossais rectifié réveillé après la Terreur. Voilà. Ensuite, je reprends ma note. Vous voyez un certain nombre On t'écoute. Voilà. Ah, on m'écoute. Vous avez un certain nombre, parmi les francs-maçons marseillais du XVIIIe siècle figurant sur ce tableau, seuls quelques-uns ont été traités, car vous comprendrez qu'il n'est pas aisé de résumer près d'un siècle en un quart d'heure, d'autant plus que les documents sont rares et parfois leur authenticité sujette à caution. Alors, en guise de conclusion, je vais reprendre les propos d'Alain Merger,
je cite, « Combien d'hommes du XVIIIe siècle, ecclésiastiques compris, ne voyaient dans les loges qu'un innocent plaisir mondain et croyaient avoir tout fait quand ils avaient bu à la santé du grand architecte de l'univers. Mais Monseigneur de Belzunce se rend compte que la franc-maçonnerie, dans ses principes, sinon dans sa pratique, est destinée à saper certains fondements de la société de l'Ancien Régime. » Fin de citation. Alors la Mère Loge écossaise, comme on l'a vu, a cessé ses activités en 1814. J'ai donc amorcé le XIXe siècle, dont va nous parler Gérard Pelletier, président de l'IDERM Provence. Merci de votre attention. Là, tu m'envoies ça. Présentation générale du XIXe siècle maçonnique à Marseille. Deux empires, trois rois, deux républiques représentent la maçonnerie à Marseille. Cette présentation montre l'importance maçonnique du Premier Empire et de la Troisième République dans le XIXe siècle à Marseille. Seuls sont indiqués des francs-maçons qui ont un rapport avec Marseille, maçons qui ont fait l'objet d'une indispensable sélection. Notons que pour le Premier Empire, quasiment tous les chefs militaires étaient francs-maçons. Murat, Masséna, Davout, Lefebvre, Brune, MacDonald, Kellermann, Rouget de Lille, etc. Et même certains affirment que Bonaparte fut initié lors de la campagne d'Égypte, mais aucune preuve de cette initiation. Pour montrer l'importance de la maçonnerie française à cette époque, la maçonnerie française en 1813 comporte 601 loges civiles, 71 loges militaires, qui disparaîtront après la restauration de 1815, pour les loges militaires bien sûr, et comportait aussi 154 loges hors hexagone. Durant le XIXe siècle, une obédience maçonnique, le Grand Orient de France, domine le paysage maçonnique et il faudra attendre la dernière décennie du siècle pour voir éclore d'autres obédiences également importantes. Passons au premier personnage que nous allons étudier, qui est un militaire, Honoré Joseph-Antoine Gantholm, comte d'Empire en 1810. Le vice-amiral Honoré Gantholm, proche de Napoléon, a donné son nom au fort de Marseille, situé en contrebas du fort Saint-Nicolas. Cette partie du fort Saint-Nicolas deviendra par la suite un mess des officiers et Honoré Gantholm représente bien la maçonnerie militaire de cette période napoléonienne. Qui était Gantholm ? Né à La Ciotat en 1755, mort en 1818 à Aubagne, où il est inhumé. Il participe à la guerre d'indépendance des États-Unis en 1778. Il commande le fameux navire l'Orient à la bataille d'Aboukir lors de la campagne d'Égypte, puis ramène Bonaparte de cette campagne d'Égypte. Il commande l'escadre de Méditerranée de 1800 à 1802. Il est ancien préfet maritime de Toulon. Il occupe d'importantes fonctions ministérielles et à la Restauration, il devient un peu curieusement pair de France. Et son nom figure parmi les 660 noms des personnalités de l'Empire sur l'Arc de Triomphe de Paris.
Sur le plan maçonnique, il est haut dignitaire du Grand Orient de France en 1806, aux côtés de Soult, Kellermann et Masséna. Il est membre des loges l'Union de l'Orient, l'Orient, le port de Bretagne. Il est membre également de l'Amitié d'Aix-en-Provence et des Amis fidèles de Saint-Napoléon de Marseille. Prenons un personnage civil dont a commencé à parler notre ami Jean-Claude, Antoine Ignace Antoine, baron de Saint-Joseph. Antoine Ignace Antoine, de la noblesse d'Empire, appartenait à la fois à la mère loge écossaise de Marseille en 1808, comme l'a indiqué Jean-Claude tout à l'heure, et à la loge L'Amitié d'Aix-en-Provence comme Gantholm, loge dont il deviendra le vénérable. Il est marié à Rose Clary, cette fameuse famille Clary, dont la sœur Désirée se maria avec le général Bernadotte et fut reine de Suède. Il est nommé maire de Marseille en 1805 et fut le premier maire de Marseille nommé. Il le restera jusqu'en 1813. En 1811, comme le rappelait Jean-Claude tout à l'heure, il inaugure avec le préfet Antoine Claire Thibaudeau, lui aussi de la mère loge écossaise, à la place Castellane, l'obélisque transféré en 1911, 100 ans après, au rond-point de Mazargues. Il acheta en 1800 la bastide de Saint-Joseph, fut fait en 1808 baron de Saint-Joseph. Cette bastide accueillit le roi d'Espagne Charles IV et Antoine, le maire de Marseille, y mourut en 1826. Pensons à un autre personnage sous les trois rois, César Moreau. À partir de 1830, de nombreuses revues maçonniques voient le jour, marquant un certain réveil maçonnique, car, comme l'écrira Lamartine, la France s'ennuie. Dont une à Marseille, l'univers maçonnique, en 1835, créé par le frère César Moreau, né à Marseille, pas très connu dans sa ville natale, pas de nom de rue, qui a fondé la Société française de statistique universelle en 1829, ce qui lui valut maintes décorations. Et plus tard, César Moreau deviendra aussi consul à Londres. Pour la période Napoléon III, le Second Empire, Antoine Baille. Nous n'avons pas réussi à trouver de photos d'Antoine Baille, donc nous avons projeté le logo de sa loge, le logo de la loge La Réunion des Amis Choisis. Antoine Baille, nom d'un grand boulevard à Marseille, né rue Curiole à Marseille en 1811, fut un maçon républicain, a montré une certaine force de caractère. Vénérable de la loge La Réunion des Amis Choisis, dont il sera question à plusieurs reprises dans cet exposé, négociant par ailleurs à la rue Dragon, et en 1861, il édite une brochure intitulée, ouvrez les guillemets, « Sédition au sein de la maçonnerie », fermez les guillemets, brûlot contre Napoléon III. Il est sanctionné par le Grand Orient de France, qui ne souhaitait pas de conflit avec le régime. Il décède en 1880 à son domicile dans le quartier Saint-Ginier.
Passons à une figure emblématique de la maçonnerie marseillaise, Gaston Crémieux. Gaston Crémieux, qui était d'origine du Gard, avocat, fonde en 1869 la fameuse loge La Réforme à Marseille, ce qui marque bien son engagement maçonnique, où beaucoup de maçons, dirons-nous, politiques, seront initiés, comme Léon Gambetta, en mai 1869. Il déclare lors de ce qu'on appelle en maçonnerie la cérémonie d'allumage des feux de la loge, le 28 février 1869, ouvrez les guillemets, les frères qui ont fondé la Réforme et qui constituent l'élite de la franc-maçonnerie marseillaise entendent s'attaquer corps à corps au règlement suranné et faire de la maçonnerie une œuvre d'intelligence et de progrès, fermez les guillemets, ce qui explique la dénomination, la réforme de la loge. Appartenir à cette loge revenait à afficher sa position politique. Notons cet excellent jugement de la revue Critica Masonica de 2021, ouvrez les guillemets, l'investissement maçonnique de Gaston Crémieux a nourri son engagement politique et sous son impulsion, la réforme a été mise au service de cet idéal. Le cadre maçonnique a servi à Gaston Crémieux de laboratoire pour l'approfondissement de ses projets humanistes et leur traduction dans la réalité sociale par l'organisation de l'instruction populaire, la lutte pour la liberté de penser, le début d'un réel partage du pouvoir dans le cadre associatif, puis politique. Fermez les guillemets. La commune de Marseille sera un événement important à Marseille, que l'on peut diviser en deux séquences. Avant la proclamation de la République le 4 septembre 1870, première insurrection le 7 août, fortement réprimée, à l'issue de laquelle Gaston Crémieux est emprisonné au Fort Saint-Jean avec d'autres maçons. Seconde insurrection, le 22 mars 1871, du 22 mars 1871 au 3 avril, menée par les maçons Gaston Crémieux et le jeune journaliste Clovis Hugues, dont vous connaissez le nom de la rue où il y a les archives départementales. Gaston Crémieux sera le seul condamné à la peine capitale et fusillé à 35 ans, pour l'exemple, le 30 novembre 1871 au Pharaon. En dehors de la loge La Réforme, Gaston Crémieux appartenait aussi à la Réunion des Amis Choisis, la loge à la Réunion des Amis Choisis, qui prendra le deuil pour une année à la mémoire de son vénérable honneur. L'Assemblée nationale votera le 11 juillet 1880 l'amnistie de tous les communards. Notons que la municipalité de Marseille a inauguré une plaque commémorative en novembre 2021 au Pharaon en l'honneur de Gaston Crémieux. Pour quelle raison véritable Gaston Crémieux a-t-il été exécuté le 30 novembre 1871 ? Certains ont avancé l'idée de vengeance de Thiers, président de la République, Gaston Crémieux l'ayant battu à des élections législatives auparavant. Exécuté pour l'exemple, Gaston Crémieux, franc-maçon exemplaire, fit le sacrifice de sa vie pour ses idées. Passons à un autre personnage qui n'est pas marseillais, mais qui est bien connu des Marseillais, Alphonse Esquiros. Alphonse Esquiros n'est pas d'origine marseillaise. Après le coup d'État du 2 décembre 1851,
il se réfugie, comme d'autres maçons, à Londres, où il est initié. Il est élu à Marseille, et Léon Gambetta le nomme administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône. Ses actions ont toujours été appréciées par les Marseillais. Affilié ou initié à nouveau à cette fameuse loge de Gaston Crémieux la Réforme, il meurt à Versailles en 1876. Mais ce qui est le plus à souligner, il est inhumé au cimetière Saint-Pierre de Marseille après des obsèques civiles absolument grandioses qui ont été suivies par plus de 10 000 personnes, marquant bien la popularité d'Alphonse Esquiros auprès des Marseillais. Passons à un autre personnage de maçon de cette époque, Jean-Baptiste Brochet. Là encore, nous n'avons pas trouvé de photos, mais nous avons projeté une page de l'Ami du peuple de 1868 où figure le nom de Brochet, de Jean-Baptiste Brochet. On aurait pu parler aussi de Royanèse, et qui était sur Marseille à cette époque. Jean-Baptiste Brochet, dont la Revue de Marseille fit un article en 1976, fut un acteur important de cette maçonnerie républicaine. Par sa formation scientifique, il est ingénieur civil de mécanique, lié à la génération des années 1860, elle-même marquée par le positivisme. Il a toujours œuvré pour l'instruction laïque et gratuite, notamment professionnelle. En 1866, vénérable de la loge Le Bon Droit, il préside la commission des écoles maçonniques et en février 1869, il devient vénérable de cette fameuse et nouvelle loge, La Réforme. En janvier 1881, contrairement à Antoine, que nous avons évoqué tout à l'heure, Jean-Baptiste Brochet est élu, et non pas nommé comme Antoine, il est élu maire de Marseille, poste dont il démissionnera en 1884. Notons au passage, durant sa mandature, cette catastrophe des arènes du Prado qui fit 22 morts et des centaines de blessés durant la campagne législative de 1881. 2 ans après sa démission, 84, il s'éteignit à son domicile au 21 rue de la République. Jean-Baptiste Brochet fut un homme au caractère tenace, un ingénieur républicain et laïque, soucieux de réalisations pratiques, promoteur de l'enseignement technique à Marseille. Et d'ailleurs, un lycée porte son nom. Nous arrivons dans cette sélection à Armand Bédaride, qui est un maçon à cheval, si je peux m'exprimer ainsi, entre le 19e et le début du 20e. C'est une figure emblématique de la maçonnerie, lui aussi marseillaise. Conseiller municipal en 1896, adjoint au maire pour l'enseignement et les beaux-arts, israélite. Dans la suite de l'affaire Dreyfus, il est victime de l'esprit réactionnaire et clérical, est radié du barreau en 1904 à cause de l'affaire des fiches et heureusement réintégré par la Cour de cassation en 1905. Il fut notamment un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, dont il deviendra président d'honneur en 1921. Initié le 27 avril 1891 à 27 ans,
dans cette loge emblématique, la Réunion des Amis choisis de Marseille. Il est l'auteur de nombreux articles, de revues et de livres. Il décède à Marseille en 1935. 2 ans plus tard, la ville de Marseille lui rend hommage en baptisant la rue Piscatoris, où se trouve actuellement l'immeuble abritant les loges de l'Orient de Marseille, rue Bédaride, qui d'ailleurs, curieusement, reprit momentanément son nom initial, Piscatoris, sous le régime de Vichy, comme en 1940, la fameuse rue Gaston-Crémieux. En 1951, dans la brochure d'anniversaire des 150 ans de sa loge, il est écrit, ouvrez les guillemets, « Sa vie consacrée entièrement au travail et nourrie par l'étude et la méditation, fut embellie par l'art, ennoblie par la dignité, illuminée par la pensée altruiste et sanctifiée par les épreuves de l'homme. » Fermez les guillemets. Certains écriront Armand Bédaride était un parfait ouvrier de l'art royal. La maçonnerie, durant cette période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, est surnommée l'Église de la République, comme l'écrira justement l'écrivain et historien Pierre Chevalier. Ou encore, citons les propos du ministre du Commerce en 1894, ouvrez les guillemets. « La franc-maçonnerie est la République à couvert, la République est la franc-maçonnerie à découvert. » Quel enseignement philosophique tiré de ces siècles de maçonnerie. Pour cela, je passe volontiers la parole à notre philosophe, Olivier Solinas. Alors, bonsoir à tous et à chacun, et merci. Merci de me faire l'honneur de proposer la synthèse de tous les mots importants que nous avons entendus lors de ces 2 conférences passionnantes, couvrant le XVIIIe et le XIXe siècle. J'espère qu'on découvrira très vite, dans une autre conférence, la franc-maçonnerie au XXe, et je pense qu'il y aura des choses à dire. Donc il faut nous réinviter. Merci, vraiment, merci. Alors, mention spéciale, parce que j'ai un peu regardé dans la salle, pour un public nombreux. Vous êtes nombreux, avec des jeunes têtes dans la salle. Ce qui prouve que si on fait de l'histoire, c'est quand même un peu pour se tourner vers le futur. Alors je dis des jeunes têtes, mais je voudrais me fâcher avec personne, on est tous jeunes par le cœur. Alors, comme ça, vu de l'extérieur, je dirais pour commencer que les francs-maçons du Grand Orient de France, en général, et à Marseille en particulier, semblent être des hommes de conditions, d'origine sociale et culturelle différentes, épars, qui ont comme souci de faire émerger les grandes valeurs de notre devise républicaine, je vous les rappelle parce qu'on les oublie un peu, liberté, égalité et fraternité, dont on se rappelle bien que les 2 premières sont des droits, parfois contradictoires, et la seconde un devoir qui les rend compatibles. Sous l'effet de francs-maçons comme Ferdinand Flocon, Adolphe Crémieux, Garnier-Pagès, les idées républicaines font leur chemin avant même 1848 et prennent plus la forme d'une lutte sociale. Comment surtout ne pas convoquer le terme de laïcité ? À vous écouter, messieurs, cela semble d'ailleurs plus vrai ou plus urgent au XIXe siècle qu'au XVIIIe. Marseille la multiple, la bigarrée, la métissée, en son manteau d'arlequin, voit émerger des hommes qui s'engagent dans la cité pour mettre au centre une vision commune et universelle de l'homme. Il nous faut tout de même reconnaître, si j'ai bien compris, qu'au XVIIIe siècle, nous avons affaire à une franc-maçonnerie
de bourgeois et de notables, de négociants également, une franc-maçonnerie richement établie. J'ai bien entendu la conclusion de notre premier conférencier citant les propos d'Alain Merger. Je les répète. Combien d'hommes du XVIIIe siècle, ecclésiastiques compris, ne voyaient dans les loges qu'un innocent plaisir mondain et croyaient avoir tout fait quand ils avaient bu à la santé du grand architecte de l'univers. Passons cette remarque. Passons là pour nous intéresser au métier de certains de ces francs-maçons. Ils étaient peintres, sculpteurs, architectes, géomètres, fondateurs de l'Académie de peinture et de sculpture de Marseille pour Jean-Joseph Capeller, ou premier bibliothèque de Marseille, secrétaire perpétuel de l'Académie, comme Claude François Achard. Bon, de quoi s'instruire, hein, de quoi construire aussi. Il me semble que cela dit beaucoup. Cela dit que nous avons affaire des Lumières, convaincus que l'éducation, le savoir, favorisait l'élévation spirituelle et l'édification de soi. Et je crois, après les mots que nous venons d'écrire, que ce d'engagement et d'humanité, ou plutôt d'humanisme, nous appelle. On trouve dans l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France de 1826, je cite, « L'ordre des francs-maçons a pour objet l'exercice de la bienfaisance, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts et la pratique de toutes les vertus. » Tout en nous rappelant que ces derniers, de 1815 à 1830, se définissaient comme des théophilanthropes. L'article 1er de la Constitution du 10 août 1849 du Grand Orient de France parle, de son côté, d'une institution philanthropique, philosophique et progressive. Alors, je ne peux pas le louper, je ne peux pas résister. Un mot sur ce terme d'humanisme qui croise la tradition philosophique. En philosophie, ce terme désigne un courant, une simple option, si vous permettez. Il existe d'autres écoles, avec d'autres présupposés, qui peuvent parfaitement aller à l'encontre de cette idée, comme les philosophies que l'on a appelées des « au-delà de l'humanisme », Nietzsche par exemple. En franc-maçonnerie, d'après ce que je crois en avoir retenu, ce courant n'est pas une option, mais quelque chose entre l'évidence et la revendication. Les francs-maçons que vous avez cités ce soir semblent affirmer que l'homme, la société, à commencer par chacun de nous, pris individuellement, peut et doit s'améliorer. Il y aurait donc en franc-maçonnerie un souci de l'humain qui ne se discute pas. On a bien vu ce soir qu'on était trahi par la technique, mais pas par l'humain. Je voudrais terminer sur la comparaison entre franc-maçonnerie et philosophie en retenant l'idée que la franc-maçonnerie, comme la philosophie en fait, a des rapports complexes avec le pouvoir et la religion. Comme elle interroge la question de l'autorité politique légitime, Napoléon par exemple, ainsi que le concept plus déiste de grand architecte, Voltaire par exemple. Et comme elle s'est toujours posé la question de sa juste distance par rapport à eux. Comment ne pas penser ici à tout ce qui nous a été dit sur Léon Gambetta, Gaston Crémieux, Clovis Hue, Germain Bédaride. Plus que jamais, cette idée d'une marche commune, de quelque chose qui nous rassemble et qui appelle des valeurs comme la tolérance, le respect, la dignité, semble urgente. Plus que jamais, nous sommes dans une cité, une époque qui a du mal à rassembler ce qui est part. Plus que jamais, me semble-t-il, nous sommes divisés. Y aurait-il alors une urgence à avoir ce souci de l'humain que nous avons déjà évoqué ? Il me semble que l'on peut garder l'idée que la franc-maçonnerie serait une éthique, au service des valeurs, qui nous invite à repenser dans l'urgence ce terme que j'aime beaucoup et que l'on n'emploie plus vraiment, qui est un peu oublié, c'est celui de concitoyen.
Comment ne pas évoquer alors comme un contrepoint à ce que je décris comme étant finalement un monde idyllique, le fameux et célèbre complot maçonnique? Existe-t-il vraiment? Existe-t-il comme on nous le vend? Je pense à Édouard Drummond et à Lô Taxil. Bon, passons, mais je sens que vous allez vouloir y revenir. Passons. Passé le choix de l'option humaniste, à vous écouter, messieurs, il semblerait que les francs-maçons que vous nous avez décrits se posent du côté de l'esprit critique, rationnel et raisonnable, des mœurs tout à fait acceptables, et qui ne remettent pas en cause les lois républicaines, bien au contraire. Alors j'entends bien aussi toute la thématique du secret, mais il semblerait que ce soit plus, si j'ai bien compris ici aussi, un secret qui protège qu'un secret qui cache. En fait, il faut peut-être plus parler de discrétion que de secret. Pour conclure, il me semble que 3 mots reprennent tout ce que nous venons de dire. Ce sont les mots initiatique, symbolique et engagé. Les Marseillais que vous avez décrits, et dont pour certains je ne savais pas qu'ils étaient francs-maçons, ne semblent se soumettre à aucun dogme, aucune vérité révélée. Ils semblent exercer une liberté absolue de conscience. C'est pas rien, hein. Ce dont nous parlons semble plus relever d'une démarche personnelle qui initie en permanence, qui met sans cesse sur l'ouvrage l'échange, le travail sur soi et en commun, et la rencontre d'autrui. Si j'osais, je vous dirais que la franc-maçonnerie est la prétention que l'on peut devenir sage à plusieurs, là où la philosophie pourrait bien passer pour l'illusion que l'on peut y arriver tout seul. Mais bon, méfiez-vous des jolies phrases, même des miennes. Il y a des mots qui ne sont pas trop revenus ce soir, ceux d'obédience, de rituel, bon, il y en a d'autres, et parmi eux, celui de symbole, même si je viens d'évoquer symbolique. Alors j'avoue, il suffit d'aller sur Internet, comme je l'ai fait, je sais, c'est pas bien, il suffit d'aller sur Internet, comme je l'ai fait, afin de préparer mon intervention avec vous, pour mesurer à quel point la franc-maçonnerie est reliée à ces mots, et surtout celui de symbole, qui sont souvent des outils. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler ce qu'est le symbolon en grec. Je préfère insister sur un aspect révélateur et important du symbole. C'est qu'il initie la pensée, il la lance. Le symbole est par définition toujours ouvert, toujours incomplet. Il appelle celui qui l'utilise à lui offrir des significations multiples. Le sens tourne autour du symbole. Le mot l'enferme. Faut-il en déduire l'idée que l'on peut voir le monde de 1001 manières différentes lorsqu'on est franc-maçon, dans des obédiences et des rituels différents? Puisqu'on parle ce soir du Grand Orient à Marseille, je ne sais pas s'il est grand, mais j'aime beaucoup le mot Orient. Il désigne cette possibilité que de toutes parts convergent des hommes différents au service d'un même idéal, d'un même horizon, engagés au cœur de la société. Il ne faut peut-être rien de plus pour retrouver du sens, juste un Orient. En fait, pour terminer, je me posais une question dont je ne donnerai pas la réponse. Bon, c'est un peu mon métier, j'avoue. Une question qui ouvrira peut-être notre débat. Je me demandais de tous ces hommes lequel finalement je préférais. Aurais-je le courage de faire ce que certains ont fait? Le fait est que nous avons rencontré ce soir des hommes de valeur au service de l'action et de l'engagement. Il reste pourtant des questions à poser. Et les femmes? Je savais que vous l'entendiez. Je l'ai gardé pour la fin. Et les femmes en franc-maçonnerie, quelle place? Je pense à 2 noms pour le XIXe siècle, comme Louise Michel, Maria de Rem. Puis il y a toutes les autres qui ont œuvré, anonymes, ou pas d'ailleurs. Si vous le permettez, je garderai une question posée par le second conférencier. Est-ce la maçonnerie en tant qu'institution qui influence
directement le cours de l'histoire ou est-ce l'action des hommes qui la composent? Merci encore pour votre invitation, vraiment merci. Merci de nous avoir écoutés et je vous laisse en grande réflexion. On est prêt à essayer de répondre à vos questions. Eh bien, vraiment, un grand merci pour toutes ces nombreuses instructions que nous avons eues ce soir, de ces connaissances que nous n'avions pas sur ces personnages et leur action. Et je suis sûre que l'auditoire a beaucoup de questions à vous poser parce que le temps, bien sûr, ne vous a pas permis d'aborder tous les sujets. Donc, oui. Attendez, on va attendre les micros qui arrivent. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Pierre Bacot, je suis marseillais et je suis rédacteur en chef de la revue Critica Masonica que vous avez gentiment citée tout à l'heure. Si j'en parle, c'est qu'on a publié récemment un numéro sur les Suds dans lequel Chantal Champey a écrit un magnifique article sur la loge de la Réforme. Moi, j'ai écrit un texte sur Jean-Claude Izzo, un grand Marseillais qui n'était pas maçon. Bon. Je ne vais pas faire la pub. Tout à l'heure, si certaines et certains s'intéressent à la revue, j'ai de quoi leur donner un document. Rassurez-vous, je ne vendrai rien puisque c'est interdit. J'ai deux petites remarques. La première, c'est que le paysage que nous a balayé notre ami philosophe, dont je dis d'entrée que je le partage, ne correspond aujourd'hui qu'à une partie de la franc-maçonnerie. Il existe toute une franc-maçonnerie qui n'est pas la mienne, mais qui est largement spiritualiste, et qui, plus cela va, plus elle vogue cette tendance vers, disons, l'individualisme, le développement personnel, le spiritualisme, etc. Elle vogue fraternellement aux côtés de celle que vous avez décrite. Mais je ne voudrais pas que l'on croie que celle que vous avez décrite, que je partage, dont je partage les valeurs, hein, je suis clair. La franc-maçonnerie aujourd'hui, elle est vraiment protéiforme. Hein. Elle est d'abord masculine, féminine, mixte, spiritualiste, rationaliste. Bref, ça part dans tous les sens. Et donc il faut le savoir. D'autre part, j'aimerais bien reparler avec vous, mais pas maintenant, de la Grande Loge de Marseille. La Grande Loge écossaise de Marseille. Parce que c'est une histoire sur laquelle j'ai un peu travaillé, sur laquelle Pierre-Yves Bourpère a travaillé bien mieux que moi, et qui a une histoire, disons, contradictoire. Cette contradiction mériterait un jour d'être travaillée, parce que c'est une histoire marseillaise qui a eu des conséquences, y compris par rapport à l'histoire du Grand Orient, qui serait très intéressant de travailler. Je ne veux pas faire un cours là-dessus, je vous demande simplement qu'on puisse un jour en reparler, parce que moi je suis Marseillais depuis pas mal d'années, et c'est quelque chose qui, je crois, intéressera les Marseillais. J'ai dit. Vous avez certainement d'autres questions à nous poser parce que... C'est toujours la première qui est difficile, donc la deuxième, ça va plus mieux. Oui. Bonsoir. Une petite remarque, simplement. Gaston Crémieux a une plaque sur la rue qui porte son nom. Et bien sûr, il a été écrit membre de la Commune de Paris. Et voilà, ça fait des années, ça ne change pas. C'est évidemment la Commune de Marseille. Et la deuxième, c'est évidemment le problème des femmes. Parce que j'ai très attentivement tout écouté. Et nous ne sommes que la moitié de l'humanité. Et bon, la fraternité, qu'est-ce qu'elle implique? C'est un devoir. Remarque très intéressante du philosophe.
le devoir de fraternité. Bon, qu'en est-il, à votre avis? Merci. Je ne sais pas forcément moi m'y coller, hein, mais vous avez raison quand vous soulignez la moitié de l'humanité. Il va de soi qu'on est resté ancré sur une logique d'histoire, donc en vous présentant au niveau du 18e, 19e, et en fait en espérant bien être réinvité pour parler du 20e, et effectivement là, on pourra aborder, je dirais, cette dimension qui est en fraternité avec donc les femmes qui ont osé franchir ce pas-là. Olivier vous en a cité deux, Louise Michel, voilà, je ne vais pas revenir sur cette présentation-là qui a été faite, mais bien entendu que on le sait forcément, au jour, à l'instant où on se parle, c'est en toute égalité. Dans l'ensemble, on va dire, des obédiences, après il y a une dimension, la maçonnerie a la possibilité de s'ouvrir sur le monde et peut être, on va dire, parler d'une maçonnerie spiritualiste dans la logique du premier intervenant. Il y a beaucoup l'avantage, peut-être que de certaines obédiences, c'est qu'elles sont éventuellement mixtes, d'autres restent tranchées, mono, on va dire, pour en parler d'une certaine obédience que je n'ai pas citée, donc il n'y a que des hommes, mais il y a aussi l'équivalent où il n'y a que des femmes qui peuvent arriver vers ces ateliers-là. L'idée, c'est de proposer, on va dire, un chemin, que je vais qualifier une démarche plutôt initiatique à l'ensemble, on va dire, de celles et ceux qui sont mes tours, qui y trouvent un intérêt. Mais à ce jour, je vous garantis que c'est en toute égalité. Tu peux te passer peut-être... Je voulais rajouter une petite précision. Au XVIIIe et au XIXe siècle, nous trouvons des loges d'adoption. Donc il y avait une maçonnerie féminine, seulement les loges féminines étaient souchées sur les loges masculines. Si mes souvenirs sont bons, les loges d'adoption dont vous parlez sont des loges où les femmes étaient autorisées à se réunir pour cultiver leurs vertus et pour faire œuvre sociale et de bienveillance. Pas tout à fait la même chose que ces messieurs. Tu n'en as pas une autre? Oui, pour montrer l'importance, les loges et obédiences féminines et mixtes. Vous voyez, notre ami Jean-Claude nous parlait des loges d'adoption. C'est un mauvais terme, adoption, à mon avis. Mais enfin, c'est l'époque. Au 18e, voire un peu au 19e, qui existait, qui était uniquement féminine, et notamment une grande maîtresse, Joséphine de Beauharnais, que vous connaissez tous, bien sûr, qui en faisait partie. Il faudra attendre vraiment la fin du XIXe siècle et que Maria de Rheims, la première femme initiée, et qui a été initiée par la loge Les Libres Penseurs à l'Orient du PEC en 1882, et qui fondera un an plus tard le droit humain mixte en 1993, et qui malheureusement mourra en 1894, Maria de Rheims. Hein? Pas le droit humain, bien sûr. Donc là, vous avez la fondation d'une première obédience mixte, le droit humain, en 1894. Et en 1945, il y a la création de la Grande Loge féminine de France, où là, il n'y a que des femmes. Hein. Et depuis 1990, les loges du Grand Orient de France reçoivent des sœurs ou initient des femmes dans ces loges. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et aujourd'hui, bien sûr, comme l'a dit notre président de l'Orient de Marseille, il n'y a aucune différence entre un
maçon masculin ou féminin. S'il vous plaît, je voudrais rectifier 3 erreurs. Oui. Les loges d'adoption n'étaient pas des loges féminines, mais des loges mixtes. La Grande Loge féminine n'est pas née en 1945, c'est l'Union maçonnique féminine. La Grande Loge féminine est née en 1952. Et d'autre part, quand vous dites que les loges du GO reçoivent les sœurs, c'est pas vrai de toutes les loges. Oui, non, mais c'est exact. Bon, il y a des loges mixtes, il y a des loges qui ne sont pas mixtes et reçoivent des sœurs, et des sœurs. Il y a même des loges du Grand Orient qui refusent l'entrée des sœurs de leur propre obédience. Oui, non, mais c'est sûr. Mais on peut se le dire très calmement. Hein. C'est pas la peine de prendre le micro et d'être dans la... Vous voyez, on est là pour poser des débats, pour échanger ensemble et pour essayer de construire quelque chose en commun. Et je voudrais relever l'erreur qu'a commis notre intervenant. C'est 1945. Elle ne s'appelait pas la Grande Loge féminine. Je suis d'accord pour dire que c'est en 1952. Mais en 1945, il y avait une obédience purement féminine qui s'est créée, qui portait un nom et qui deviendra la Grande Loge féminine en 1952. Vous avez le micro. Alors, juste un mot avant que ça continue, pardon, à poser des questions. Vous voyez comment plus que jamais on se fait piéger au jeu de la division, et comment là il faudrait qu'en fait on arrive à réfléchir en commun. Ne nous tranchons pas derrière des certitudes. Plus que jamais on nous divise. Nous ne faisons pas avoir. Il y avait le monsieur, pardon Chantal, il y avait le monsieur. Question, mais comme vous voulez, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, dans tout ce qu'on a parlé, ce sont les mots loge, obédience. Ça fait penser à des milieux fermés, qui sont un peu difficilement accessibles, ou du moins, suivant qui c'est, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Et à la limite, bon, je vais peut-être exagérer, mais où est la limite avec, en exagérant, une secte ? Alors, je vais faire la réponse par rapport à la secte. Elle n'est pas de moi. Hein. Ah oui. Donc, elle est de certains. Non, mais de certains monsieur qui s'appelle Monsieur Bauer, qui dit la différence entre la maçonnerie et la secte, c'est que dans la maçonnerie, c'est difficile d'y rentrer. Alors que dans une secte, on vous ouvre les portes. Et voilà. Et pour s'en sortir, c'est beaucoup plus difficile dans une secte, alors que dans la maçonnerie, vous êtes libre, en tant qu'on va dire femme et homme, de partir du jour au lendemain. Je pense que c'est une différence fondamentale qu'il peut y avoir entre, on va dire, ce qu'on pourrait qualifier un mouvement sectaire, d'un mouvement, on va dire, obédientiel. Je veux dire, c'est la fameuse liberté qui y règne, plus que de l'égalité aussi. Pardon, Chantal. Oui, le débat qui a eu lieu là, entre maçons, est très intéressant parce que là, c'est l'opinion de quelqu'un qui vous regarde du dehors. Ça donne bien l'aspect de réunion où l'on réfléchit, où l'on débat, où rien n'est acquis et qui est dans la constante amélioration. Voilà. Donc c'est pour m'être un petit peu intéressé au XIXe siècle, c'est quand même ça ce qui se passe. C'était un lieu de grand débat d'idées où on réfléchissait pour l'avenir, pour l'amélioration de l'humanité. Et le débat que vous avez même là entre maçons nous le montre. Votre diversité, hein, c'est pas, on ne prend pas nous pas forcément pour de l'agression, mais au contraire on voit qu'il y a un vrai débat. Voilà, que ce n'est pas un lieu où certains dominent et où la parole est fermée. Absolument pas. Au contraire, la diversité, c'est une richesse. Et moi, je témoigne du fait que, pour préparer, j'ai rarement entendu des manières de s'écouter comme ça. D'ailleurs, en fait, je me suis dit que si on pouvait transporter cette manière de faire dans les classes, mais ça serait magnifique. Une qualité d'écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Je voudrais moi aussi contribuer à réunir ce qui était part, parce que je n'ai pas apprécié qu'on oppose hommes et femmes, qu'on oppose les différentes maçonneries qui existent. Je ne crois pas qu'on puisse dire justement que le Grand Orient
n'est qu'une seule connotation. Il est le reflet de cette diversité. C'est pour ça que c'est un Grand Orient et pas une grande loge d'ailleurs. Donc il y a plusieurs rites. Et il y en a certes qui sont plus sociétaux. Notre premier intervenant avait l'air de penser que ceux qui travaillent de manière plus ésotérique, symboliste peut-être, faisaient une démarche plus égoïste. Mais ce sont des personnes qui pensent que pour changer l'humanité, il faut d'abord se changer soi-même. Et donc on a bien parlé d'initiatique. Voilà. Et il faut bien resituer que ce qui nous a été présenté, effectivement, est historique, s'arrête à un moment, et que tout le développement qu'il y a au XXe siècle montrerait comment la maçonnerie est une perpétuelle adaptation à la société, à l'évolution de la civilisation, à essayer de prendre en compte toutes les autres, d'ailleurs, démarches initiatiques qui existent, et de s'inspirer beaucoup de l'Orient, et pas seulement, finalement, d'être une version occidentale des choses. Ça aussi, c'est intéressant de le dire. Voilà ce que je voulais ajouter au débat. Une question ? Oui, je peux ? Oui, merci. En fait, ce que je trouvais peut-être il faudrait rajouter, c'est qu'au XIXe siècle, dans les Antilles, et en particulier, vous avez l'exemple avec Joséphine de Beauharnais, quand Victor Schœlcher active l'abolition de l'esclavage, il y a quand même à la Martinique, à la Guadeloupe, des loges très importantes qui se sont battues pour l'abolition de l'esclavage. Et en particulier, actuellement, il y a un grand musée de l'esclavage à la Guadeloupe qui s'appelle le musée Acte, qui a été beaucoup financé, aidé par des loges, les loges des Antilles. Donc je trouve que ça manque un tout petit peu. Alors ça m'a rassurée quand j'ai vu Joséphine de Beauharnais, qui était martiniquaise. Donc voilà, il faut, à mon avis, ce propos-là, il faut le dire. Alors, l'esclavage était ce qu'il était, mais il y avait aussi des humanistes qui se sont battus pour que l'abolition de l'esclavage, même si Joséphine a fait rétablir l'esclavage, mais quand Schœlcher arrive en Martinique, il se bat avec les loges pour que l'on puisse édifier, mettre en place des choses. Ça aussi, c'est important dans votre dynamique d'humanisme. À mon avis, c'est important de le mettre, même si je ne suis pas une historienne en tant que telle. Merci. Oui, Victor Schœlcher était un maçon. On n'en a pas parlé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'était pas marseillais ou il n'y avait pas d'approche marseillaise à y faire. Mais en 1849, quand on a aboli l'esclavage, effectivement, vous avez raison, la maçonnerie était présente. Pour ma part, je voudrais intervenir sur deux points, sur l'avancée des femmes dans la maçonnerie, d'autre part, et d'autre part sur les sectes. L'avancée des femmes dans la maçonnerie, ça a suivi l'évolution de la société. Je nous rappelle que les femmes ont eu le droit de voter en France en 1944 seulement, hein, et qu'on est parti de loin quand on évoque lors de la Révolution Olympe de Gouges, qui s'est fait couper la tête, alors qu'elle était une des premières féministes de l'époque moderne, on va dire. Elle a dit je suis content que les femmes puissent arriver à l'échafaud. Si elles pouvaient arriver également à la tribune, ce serait bien. Hein, voilà. Donc, vous voyez le chemin qu'il fallait parcourir. Hein, voilà. Deuxième point, c'est sur les sectes. Entre la maçonnerie et les sectes, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que d'un côté, il y a liberté d'expression et liberté de conscience, et que d'autre côté, il y a manipulation, souvent dogmatique. Ça n'a rien à voir. Clairement. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question. Alors, ça ne concerne pas Marseille, mais vous avez cité donc toutes les obédiences. Et j'avais une question. Voilà. Qu'en est-il de la grande loge indépendante, la Glyphe, qui, je crois, est dissidente, enfin, je ne sais plus, la grande loge indépendante, la Glyphe de France?
Non, voilà, on vous projette dans le cadre de votre question les différentes obédiences. Oui. Hein, les obédiences, c'est des groupements de loges. Hein, voilà ce que signifie rapidement, dit pour répondre aussi à la personne qui nous reprochait un peu le vocabulaire. Donc, groupement de loges. Vous avez le Grand Orient de France. Oui, non, mais ça, ok, je vous posais la question. Où se trouve la glyphe? Alors, la glyphe, on n'a pas mis toutes les obédiences là. Les principales. Mais... En 2012, il y a eu un schisme à l'intérieur de la Grande Loge nationale française. 2012, c'est récent. Et qui a donné lieu à la GLNF, qui est restée GLNF, la GAF et la glyphe, dont vous parlez, dont nous n'avons pas parlé parce qu'elle n'a pas l'importance des autres. On a juste marqué sur le slide que les obédiences les plus importantes. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un au fond qui demande un micro, là, mais on ne le voit pas. Hein. Oui, j'aurais deux questions. La première, concernant les conditions d'entrée dans une loge. Vous avez dit que qu'il y avait une sélection à l'entrée. Alors j'aimerais bien savoir, enfin, par curiosité, comment se déroule cette sélection. Est-ce qu'il faut venir recommander avec des parrains, comme dans certains clubs marseillais actuels? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, vous parlez d'initiation. Pour des gens qui ne sont pas dans des loges, c'est un terme extrêmement mystérieux. Moi, ça me fait penser aux religions à mystère de l'Antiquité. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme épreuve? Est-ce qu'on doit subir l'aspersion par le sang, comme chez... Enfin, je ne sais pas, c'est très mystérieux, voilà. J'essaie de vous répondre. Alors, waouh, je crois que, en fait, il en va de la maçonnerie comme il en va de notre société, parce qu'en fait, elle est dedans et elle est traversée par tous ces mots. Alors, je vais revenir sur votre remarque, hein. Mais en fait, vu comme ça de l'extérieur, elle est victime de deux trucs qui traversent notre société. La division, on l'a vu à l'instant, et le deuxième, c'est cette saleté de purée d'exigence, de transparence absolue. Alors je vous renvoie à un livre que je trouve magnifique, c'est celui de Pierre Le Vigan qui a écrit « La tyrannie de la transparence ». Il faut que tout se voit, il faut que tout apparaisse, il faut que tout se dise. Mais quelqu'un qui est transparent, c'est quelqu'un qui est vide. Quelqu'un qui est transparent, c'est quelqu'un dans lequel on voit à travers. Donc si vous voulez, qui est secret, qui est démarche, après tout, pourquoi pas? Pourquoi il faudrait à tout prix vivre dans un monde qui est totalement ouvert, transparent, sécurisé? Oui, alors, qu'il y ait une démarche initiatique, il faut peut-être la faire pour la vivre, et la vivre vous permettrait peut-être de répondre à cette question. Mais pourquoi exiger à tout prix cette idée qu'il faut qu'on soit à tout prix transparent? Vous voyez, on fait avec la maçonnerie ce qu'on fait par exemple avec les hommes politiques. Non mais, oui, je sais. Non mais juste, je termine. Oui, oui. Je vais venir. C'est pas la transparence. Oui, oui. Simplement que, est-ce que des conditions, par exemple, pardon. Je ne disais pas, je n'aspire pas du tout à de la transparence, pas du tout. Mais, par exemple, savoir si la personne qui candidate, elle a, quelles aspirations philosophiques, éthiques elle a. Vous voyez? Alors, comme éventuellement, quelles sont ses positions politiques sur certains sujets? Alors comme ça, là, du coup, c'est pas moi qui vais forcément pouvoir vous répondre, mais vous parliez de sang, d'asperger du sang, etc., etc. C'est parce qu'on ne voit pas comme fantasme. Et il faut sortir de cette idée, parce qu'elle traverse toute la société. Je pensais aux hommes politiques, par exemple, on exige de tout savoir de leur vie. Mais moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est être bien gouverné. Vous voyez, c'est-à-dire que je comprends ce que vous me dites, hein, je ne réponds pas à votre question, mais prenons du recul et essayons de voir qu'on essaye à tout prix de vivre dans un monde où on verrait tout des autres. Et c'est pas sain. Plus que jamais on se divise et plus que jamais on veut tout voir. Alors on vous vend des caméras pour suivre des enfants, on vous vend
un smartphone qui vous trace de partout, c'est un monde qui ne va pas. Vive le fait qu'on n'est pas forcément toujours lisible. Après, l'initiation, c'est pas moi qui peux vous répondre là. Juste alors pour rebondir sur les conditions d'entrée, vous avez dit s'il fallait des conditions comme une sélection. Les différentes obédiences que vous avez citées, que vous voyez apparaître derrière, se sont modernisées. Vous allez sur leur site, parce que chaque obédience a un site internet, et vous allez voir, il y a un espace je souhaite candidater. Voilà. Et chaque, on va dire, obédience aussi, vous savez, pour prendre un langage moderne, vous faites un pitch. On vous dit, voilà, si vous souhaitez venir chez nous, voilà, sur quoi on travaille. Est-ce qu'on est sûr, comme ça a été relevé plus loin, c'est quel type, on va dire, ce qu'on appelle de pratique, comment vous allez vous référencer, est-ce que vous allez travailler sur du symbolisme pur, est-ce que vous allez travailler sur des sujets sociétaux, et donc voilà, et ça, chaque obédience le propose. Bien entendu, je dirais, et donc pour vous dire, il peut y avoir une logique de parrain, parce que vous allez vous dire que quelqu'un qui est déjà dans une obédience et dans une loge va vouloir se dire, tiens, mais voilà, parmi mes rencontres, je pense que je pourrais dire à un tel ou un tel, tiens, est-ce que tu n'aurais pas un intérêt à, voilà, mais comme on est sur une logique de liberté, que je vous dis, vous allez dès ce soir, ou via le smartphone, bon, ça capte pas très bien ici au niveau avec les smartphones, mais vous allez voir que c'est je suis libre, je peux candidater, donc voilà, il n'y a pas c'est en totale liberté. Je me permets de rebondir, excusez-moi. Je suis là. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, je me permets de rebondir à propos de la question de l'initiation. Donc, on a bien vu qu'il y avait une certaine transparence qui était déjà là depuis longtemps, une certaine influence qui était déjà présente, notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, qui était, si je me souviens bien, la devise de la franc-maçonnerie. Donc, on voit bien qu'il y a eu une influence assez importante à l'époque et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Ce qui me mène à me poser la question de l'initiation qui limite aux personnes l'accès au savoir. Qu'en pense notre ami philosophe? Si je ne me trompe pas, le fait de passer à un rite initiatique limite l'accès à certains humains. Non. Enfin, je sais pas. Plutôt non, vu comme ça. Savoir... on est dans un monde où il y a le savoir partout, on a des Google de partout, on a des livres, malheureusement pas assez, mais bon, on a des livres de partout, il y a les autres à découvrir, etc. etc. Donc, qu'il y ait une démarche initiatique qui mène vers quelque chose en plus, très bien, mais ça n'empêche pas l'esprit critique, ça n'empêche pas de savoir par ailleurs. Je ne suis pas convaincu que ça soit une démarche... Vu ce qu'on a entendu, ça ressemble plus à une éthique, à une manière d'être et de se comporter, mais je ne pense pas que ça soit contre-productif, quoi. C'est-à-dire que ça soit opposé. Non, ça peut être très productif, justement, parce qu'on peut mieux cibler les personnes qui seraient intéressantes pour le groupe. On a dû dire une bêtise, il y a une alarme de police, là, je sais. Non, c'est du savoir, on peut parler, c'est bon. Oui, pardon, allez-y. Je vous en prie. Donc, oui, ça peut permettre de mieux sélectionner les personnes qui intègrent justement l'organisation que de faire ces rites initiatiques. Si on peut aller déposer une demande et dépose de la demande qui veut, non. C'est pas... la secte choisit ses adhérents et puis elle les enferme. Là, on vous dit que vous pouvez tenter. J'aurais une dernière question et après je vous laisserai les autres personnes demander. Pas moi qui peux. Comment est-ce que vous définirez la gnose au sein de la franc-maçonnerie? Le philosophe. Je repose ma question. Comment est-ce que vous définiriez la gnose au sein de la franc-maçonnerie? Je sais pas. Moi, je vous réponds sincèrement. Tant qu'on me laisse l'esprit critique et la liberté absolue de conscience, ça me va. C'est la différence, comment on pourrait dire, fondamentale avec une secte. Voilà. Alors, je sais bien ce que dit Voltaire. Il dit qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Oui, d'accord, s'il veut, mais voilà. Tant qu'on me laisse la liberté absolue de conscience, de m'exprimer, et que personne au moment me dit, tu vois, petit, c'est ça qu'il faut que tu dises.
Tant qu'il y a je vis pas ça, tout va bien. Voltaire, après, était un agnostique convaincu. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, un personnage particulier. Je vous remercie. Bonne soirée. Il y a un monsieur depuis tout à l'heure qui demande la parole, là, le pauvre au fond. Là. Et là-bas aussi, hein, monsieur. Bonjour bonsoir et merci. Bonsoir. Oui, et merci de me donner la parole. Moi, je voulais parler d'autre chose. Je ne sais pas que ça ne va pas déranger. C'est plus par rapport à un personnage que je voulais savoir si cette personne était de confession franc-maçonne ou non, en fait. Bon, enfin, confession, peut-être, excusez-moi du terme. Parce qu'en fait, je regrette parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Et malheureusement, c'est un ami qui m'a invité. Et je regrette d'être arrivé un peu en retard. Et je voulais savoir si vous avez évoqué et parlé de Henri-Jacques Espérandieu. Alors, je m'explique pourquoi je pose la question. Tout simplement parce que je suis passionné actuellement autour de ses œuvres. Et je suis passionné notamment sur le Palais Longchamp qu'il a réalisé. Et j'ai été faire attester par rapport aux travaux que j'ai effectués autour du palais de la découverte ce qu'on appelle la conjonction du Palais Longchamp. Ça veut dire que à un moment donné, on a découvert que l'œuvre a été alignée avec le soleil volontairement par le constructeur. Et l'observatoire a permis de mettre tous ces calculs en lumière et d'offrir ça à l'heure actuelle pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, donc je suis très content de ça. Et du coup, j'ai été invité, je savais qu'il y avait une conférence, mais par rapport aux recherches que j'ai faites autour de Henri-Jacques Espérandieu, j'avais un pressentiment assez fort et assez puissant que ce personnage était franc-maçon. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ou pas? Je ne sais pas. J'ai demandé à côté, on m'a dit qu'on n'a pas évoqué son nom, et voilà, c'est pour ça que on n'a pas évoqué son nom, et nous ne savons pas s'il était maçon. Et il y a une règle chez nous, c'est de jamais dévoiler des personnages maçons de notre époque. Je ne parle pas de Léon Gambetta, etc. Je suis désolé. Hein, voilà. Donc, je suis désolé. Quelle est sa période de vie, j'allais dire je sais qu'il est mort très jeune, puisqu'il est mort... En quelle année? C'est au 19e. Voilà, 19e, oui. Il a quand même construit des... Enfin, pour moi, ça reste... évidemment, je suis quelqu'un qui est très intéressé actuellement par ces constructants, pardon. Et pour moi, c'est un personnage très, très important pour Marseille. Voilà. Et je veux en savoir plus. Bon, nous ne le savons pas. Hein. On a sélectionné certains personnages, les plus connus, liés à Marseille, mais Espérandieu, on va regarder. Merci pour votre question. Oui, bonjour. Bonjour, pour qu'il n'y ait pas de doute, je suis franc-maçon. Voilà, pour dire d'où je parle. D'abord, une question sur les loges historiques que vous avez citées. Quelles sont celles qui existent toujours au Grand Orient de France? Je crois avoir une petite idée, parce que ça montre toute l'histoire de la maçonnerie à Marseille, des loges qui existent depuis plus de 2 siècles et demi. Quelle constance! Marseille est une ville relativement maçonnique, comme Bordeaux, par exemple, plus que Paris, en nombre. Ça, c'est ma première question. La deuxième, sur l'entrée en maçonnerie, je me permettrai d'ajouter qu'il n'y a qu'une seule exclusive. C'est celle de ceux qui nous rejettent. Ceux qui nous rejettent n'ont pas leur place chez nous. En revanche, c'est ouvert à tous. Alors, reste le problème des cotisations, que nous appelons capitation, qui peuvent poser des limites. Mais tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de diplôme particulier, on peut être totalement autodidacte, on peut être bardé de diplômes, de quelque monde politique que ce soit, à l'exclusive d'un seul. J'ai dit. Pour répondre à la question des loges anciennes, la plus vieille loge toujours en activité date de 1766
et c'est la parfaite sincérité. À Lorient, comme on dit, de Marseille, c'est la plus vieille loge, mais comme l'a dit aussi notre ami Jean-Claude, il y avait des loges autour de 1750, etc., qui se sont éteintes entre-temps. Mais aujourd'hui, 1766, la parfaite sincérité, c'est la plus vieille loge de Marseille. Juste rappeler une citation d'un franc-maçon qui s'appelle Rico, qui déjà en 1737 écrivait « Pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. » J'ai dit. Et en ce qui concerne le secret, je vous invite à lire les mémoires de Casanova. C'est lui qui a donné la plus belle définition du secret maçonnique. Merci. Cette conférence m'a beaucoup éclairé, m'a beaucoup orienté. Et c'est pas que seulement la conférence, mais c'est aussi les questions qui ont été posées de part et d'autre. Et il y a toujours l'interrogation quand on ne connaît pas. Comme disait Amadou Hampateba, il faut être, mais il ne faut pas paraître. Et pour ne pas paraître, il faut connaître. Pour connaître, il faut être dedans. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi, écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Merci, merci. Quelqu'un a posé une question très pertinente sur la transmission, je crois. Il y a l'initiation, autant pour moi. Ça a toujours existé. C'est pas une sorte de cercle qu'on fait et il faut des diplômés, des gens haut placés pour entrer dans ce cercle pour découvrir le savoir, la connaissance et la science. Je ne pense pas. Dans la tradition, la culture, les cultes des peuples auxquels j'ai été initié, l'initiation repose sur 3 valeurs, vertus. La première, c'est le hakkilo, c'est-à-dire le savoir, le discernement, la dextérité. La deuxième, c'est le muñal, c'est-à-dire la patience. Comme on dit, un homme patient peut presser une pierre, en extraire le jus et s'en délecter. La troisième repose sur l'humilité. Semtende. L'humilité. Et quand on a les 3, on a la clé du monde entier. Et je pense que c'est des cousins avec les francs-maçons. Et à ceux qui sont peut-être un peu curieux, je les inviterai à pousser leur curiosité encore plus loin. Parce que même si vous êtes déçus, vous aurez appris une leçon morale. Vous aurez appris beaucoup de la vie et de ce qui unit le monde, l'humanité tout entière. Merci. Je voudrais revenir à une question sur Marseille, parce qu'on a vu à travers les personnages l'influence dans la culture, dans la gestion de la ville. Dans le patrimoine architectural, est-ce qu'on a des traces des francs-maçons à Marseille?
J'ai parlé de la fameuse pierre qui était au musée de Marseille. Donc, il y a également au cimetière Saint-Pierre un certain nombre de tombes avec des insignes maçonniques. Donc, sinon, je ne sais pas si mes collègues... Non, Castel était-il maçon? Je ne suis pas apte à le dire, même s'il y avait été. Je sais qu'il était proche de la maçonnerie, pour venir, et qu'il a subi sous Vichy d'atroces. Il a été révoqué, etc. Mais je connais mal des architectes. Il y a eu beaucoup de journalistes à la fin du 19e siècle. Non, j'avoue, cette question est à creuser parce que il y a eu des architectes, c'est sûr. Kapler, dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, est le vivant exemple au XVIIIe siècle. Merci. Écoutez, oui, allez-y. Merci. Une petite question très courte. Pourriez-vous parler un petit peu sur le plan historique de l'embryon du terme maçon, maçonnique, et avec une sorte de blason en quelque sorte, avec un compas de maçon. Comment la naissance de ce terme maçon tout à fait à l'origine? Merci. Oui, alors, c'est une question très intéressante. On a un peu parlé, au travers de l'intervention de Jean-Claude, du XVIIe siècle et des corporations. Le terme maçon, ça vient de la corporation des maçons qui a pris une importance, mais il y avait des corporations de forestiers, il y avait, etc., qui a donné lieu à des rites forestiers, etc., plus tard. Mais ce compas, c'est l'esprit, l'équerre, puisqu'on prend les principaux symboles, c'est la matière. Voilà. Mais ça émane des corporations ouvrières, qu'on a connues sous la Renaissance, etc. Voilà, c'est l'origine de ces outils, les bâtisseurs de cathédrales, quoi, en gros. Voilà. Et est-ce que c'est pour cette notion de travail qu'on appelle les ateliers de vos réunions? C'est toujours dans cet esprit? Oui, tout à fait. C'est un atelier où on travaille. Dans un atelier, on travaille, et je pense que c'est la continuation un peu de... Il y a deux francs-maçonneries. Il y a la franc-maçonnerie corporative, et en 1717, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, on est passé de la franc-maçonnerie corporative avec les corporations à une franc-maçonnerie spéculative en 1717 à Londres, où là c'était spéculum, c'est-à-dire examiner, étudier, etc. Et c'était plus de l'esprit, etc. Mais il y avait une liaison au travers de certains symboles comme l'équerre et le compas, comme je le disais. Écoutez, vous avez une question? Nous sommes un peu tenus par l'heure, donc peut-être la dernière question, vraiment, et ensuite nous serons obligés de conclure. Il y a quelques années, vous avez fait à la Journée du patrimoine porte ouverte, dont j'étais allée, et je trouve que ce jour-là, on a eu, je ne dis pas toutes les réponses à nos questions, ce qui était normal, mais ça a été très intéressant. Et je crois que ça, vous pourriez peut-être, à la Journée du patrimoine, le refaire. Alors, c'était l'avant-dernière question. Je vous apporte une réponse rapide.
Ça sera fait en septembre prochain, donc voilà. Non, nous, à Bédaride. Oui, pardon, voilà. Oui, on n'en a pas parlé, mais pourquoi y a-t-il tant de juifs parmi les francs-maçons, sachant qu'ils ont subi un sort identique les francs-maçons ont subi un sort identique avec les juifs pendant la guerre, la déportation, etc. Alors, oui, moi j'en connais. Donc, c'est dur de déterminer sur cette dernière question. Oui, c'est assez délicat en fait. Est-ce que ça a un rapport avec l'argent, les grands? Absolument. Alors non. Sincèrement, là, vous êtes trompé de chemin. Non, parce que quand on a parlé vous êtes trompé de chemin. Quand on a parlé de franc-maçonnerie spéculative, et il y a le nom de Rothschild qui vient de suite. Je sais pas. Non, attention. Le terme spéculatif. Oui. C'est par rapport, c'est opératif des bâtisseurs des cathédrales, c'est-à-dire qui travaillaient sur de la matière, de la pierre. C'est passé à la réflexion, c'est ça. Vous voulez employer le terme latin spéculum, c'est la réflexion. C'est pas la spéculation financière. On est sur la spéculation, c'est-à-dire c'est le spéculum, oui, c'est le travail. Au départ, c'était coopératif. Pas à la Renaissance, ça a commencé. La construction des cathédrales ont commencé à partir du XIIe siècle. Voilà. Et là, c'était corporatif. Mais après, quand on évoque le mot de Rothschild, on dit que c'est spéculatif. Absolument pas. Non, je peux pas vous laisser dire ça, madame. Eh bien, justement, expliquez-nous, s'il vous plaît. On est à l'opposé de tout ce que, on va dire. J'ai oublié un terme parce que je l'ai employé. À plusieurs reprises, je vous ai parlé, quand j'ai regardé la dame là-bas, qu'on a parlé de l'arrivée, on va dire, des femmes, donc qui allaient devenir des sœurs en maçonnerie. J'ai parlé d'égalité. Après, je vous ai parlé de liberté. En fraternité, il n'y a pas, on va dire, on n'a pas de peau de couleur, on n'a pas de religion, on n'a pas, voilà. Nous sommes, on va dire, ce qu'on appelle dans la logique et dans la dimension maçonnique des frères et des sœurs. Donc, en aucun moment, vous voyez, on peut arriver à qualifier un personnage, quel qu'il soit, dans l'univers, on va dire, de la construction des cathédrales, de la finance, de l'Internet. Voilà. Il faut faire attention, vous avez vu Elon Musk, ce qu'il peut faire comme ravage aussi dans la société. Nous allons conclure sur ces bonnes explications. Vous pourrez continuer en privé. Malheureusement, le temps nous manque. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez appris ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Voilà.